Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, un fonctionnement absolument universel, la fin de l'homme loup pour l'homme, l'homme qui ne représente plus un danger ni pour lui-même ni pour les autres espèces. Et bref, on construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais l'humanité, elle a le temps d'abord, même s'il y a 2, 3, 4, 10 siècles encore d'évolution pour atteindre cet état. Mais la plus grande partie du chemin, on l'a fait, elle a été faite par nos prédécesseurs, nos frères, nos parents en fait. Et donc évidemment cette perfection concerne l'ensemble humain, parce que ça ne peut pas être un groupe qui atteint un état de perfection dont je parle, pendant que d'autres à côté seraient à la porte du paradis. Donc c'est l'ensemble humain. Et c'est pourquoi, progressivement, on est en train de s'unifier. On est parti de quelques troupes d'êtres humains au début. C'était des petits groupes, des petits clans familiaux qui se sont réunis. Plusieurs clans se sont réunis, ont fait un village. Plusieurs villages se sont réunis, ont fait une cité. Plusieurs cités se sont réunies, ont fait les pays. Plusieurs pays se réunissent là actuellement et font le concert des pays, l'Europe, voilà, et sur tous les continents, on retrouve des embryons d'associations. Sur le continent américain, sur le continent africain, l'organisation, je crois, l'OUA, l'organisation sur le continent asiatique, etc. Donc, voilà, donc si on voit bien la logique de la progression, ben, la finalité, c'est l'universel. Et d'ailleurs, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. Il n'est pas dit qu'on chante pas le côté continental de l'évolution. Là, pour l'instant, on en est là encore au niveau continental, bien que le combat, maintenant, me semble-t-il, il est en train de se situer pour l'universel. C'est un peu ce qui se passe avec les guerres qui sont en train de se dérouler. En fait, c'est pour passer de l'hégémonique au multilatéralisme et, à mon sens, à l'universel, dont on a construit toutes les structures. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc., etc. Donc les structures sont à peu près là déjà, les bases. Elles ne sont pas encore efficaces, mais c'est comme tout, hein, les premiers avions avaient l'efficacité des premiers avions. Et puis maintenant, c'est autre chose. Donc c'est la même chose pour cette évolution. Alors là, je vais reprendre l'écoute avec philosophie, le manifeste du surréalisme. Qui a 100 ans. Et donc, c'est la première émission de cette émission de France Culture. Et ben, j'écoute, là, c'est la 3e vidéo à ce sujet. J'écoute et puis ça me permet de digresser et de préciser un peu ma théorie. On y va. On ne cherche pas à faire beau, on ne cherche pas à faire sensé, on ne cherche pas à faire intéressant. On laisse libre cours à notre pensée et on voit ce que ça donne. Alors on ne cherche pas à être beau, dites-vous. Il y a une lettre d'André Breton à Jacques Doucet en décembre 1920 qui dit ceci, ça m'a beaucoup intéressée. Sans Jacques Vacher, donc son ami qui est mort à ce moment-là, j'aurais peut-être été un poète, dit Breton.
Vacher a déjoué en moi un complot de forces obscures qui mène à se croire quelque chose d'aussi absurde qu'une vocation. Il y a, François Angelier, une envie de faire de la poésie sans se prendre pour un poète. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il voulait englober quelque chose de plus grand que ce qu'il pensait être la poésie. Et c'est avoir une influence différente. La poésie, son influence, elle est malgré tout assez... elle est différente, elle est très très importante. La poésie, c'est de la philosophie, on pourrait dire condensée, concentrée. Ça a une puissance inouïe. Hein. Il suffit de lire de la poésie contemporaine, des auteurs actuels pour Prigent, etc., Venaille, il y a plein de poètes contemporains pour voir à quel point il y a une puissance de travail incroyable et de pensée continue. Or, c'est au fait qu'il ne se prend pas pour un poète qu'on reconnaît les poètes. Parce qu'on sort d'un monde où la poésie était quelque chose d'institué, d'académique, d'institutionnel presque. Il y avait des prix, il y avait des postures, il y avait le prince des poètes. C'est encore le cas. On était vraiment dans un monde où la poésie était mondaine et repérée et instituée. Alors l'idée, c'était de lui rendre cette espèce de sauvagerie et cette espèce d'élan insurrectionnel permanent qu'elle doit avoir, qui est celui de Rimbaud, qui est celui de Lautréamont, entre autres, et puis plus lointainement celui de Baudelaire. Alors, ces mouvements qui contestent en fait l'establishment, qui contestent le système et qui veulent passer par-dessus le système, on le retrouve tout le temps dans le milieu de l'art, que ça soit à travers la poésie ou à travers... Il y a une contestation du système établi, soit de l'ancien modèle, dans l'art c'est caractéristique, un mouvement s'impose bien souvent en contradiction du mouvement précédent, du père, quoi. Il faut en gros tuer le père pour pouvoir faire sa propre œuvre, etc. Et donc on retrouve tout à fait ça. Et puis un désir de se détacher du système c'est-à-dire du système de l'argent, du système de tout ce qui peut oppresser l'artiste en fait. Et c'est pourquoi on retrouve, par exemple, chez les conceptuels, ils ont exposé des trucs complètement improbables qui étaient normalement destinés à ne pas rentrer dans le système de vente des ordinateurs, des objets, etc. Et on voit comment le marché récupère malgré tout ce système. On peut pas s'échapper aux lois du marché tant que le marché a une vocation dans l'évolution de l'humanité. Dans quelques siècles, le marché n'aura plus besoin d'exister. Ça sera un autre système qui aura pris sa place. Un système où il n'y aura pas la compétition, un système différent. Mais tant qu'il est là, il a une vocation fondamentale et donc il remplit son rôle. Hein, s'il peut transformer de l'art en argent, il le fait systématiquement. Voilà. Et donc, justement, il voulait déborder toute la vieille poéticaillerie symbolarde, parnassienne, académique, néo-romane, et pour, justement, la jeter dans la rue. Ça, c'est la phrase à propos d'Achille Lamette. On disait, il a pris le polar, qui était dans un vase vénitien, il a ouvert la fenêtre, il l'a jeté dans la rue. C'est pareil, ils veulent prendre la poésie qui est dans un vase vénitien. C'est beau comme image. Jeter dans la rue. Et voilà. C'est-à-dire le rendre... Et c'est ce qu'ils sont, d'une certaine façon, arrivés à faire. Toucher tout le monde. Écoutez, Breton lui-même parler de ces années-là. C'était sur la chaîne nationale le 6 mars 1952. C'est dans nos premières rencontres avec Soupeau et Aragon que réside l'amorce de l'activité qui, à partir de mars 1919, devait opérer ses premières reconnaissances dans littérature, très vite faire explosion dans Dada, et avoir à se recharger de fond en comble pour aboutir au surréalisme. Quelles sont donc en résumé les préoccupations qui vous sont communes dans ces derniers mois de guerre?
Ce sont celles qui tendent à l'élucidation du phénomène lyrique en poésie. Nous entendons par là ce qui constitue un dépassement en quelque sorte spasmodique de l'expression contrôlée. Je me persuade pour ma part que ce dépassement ne peut résulter que d'un afflux émotionnel considérable et qu'il est aussi le seul générateur d'émotions profondes en retour. Alors, spasmodique du système contrôlé, donc quelque chose qui déborde le contrôle, qui est plus fort que ça. Et c'est génial parce que l'idée spasmodique, parce qu'on pourrait dire pulsionnel ou quelque chose d'instinctif, mais là c'est vraiment toujours sous le contrôle, mais qui veut s'exprimer au-delà du système contrôlé. Ça c'est assez incroyable. C'est beau. Ça, c'est toute la beauté du surréalisme et l'importance qu'il a eu. Cette semaine, une série sur le surréalisme, le manifeste du surréalisme de 1924 à 100 ans. Nous parlons de la guerre dans la tête. C'est une manière d'introduire l'aventure surréaliste, tant marquée par la guerre de 14-18. Je suis en compagnie de Laurence Campa, de François Angelier et de Clarisse Barthélémy. Clarisse Barthélémy, rassurez-moi, ils étaient tous aussi figés que André Breton. Alors évidemment, Breton, là, on l'entendait à l'instant en 1952. Apparemment, il a imposé à son interlocuteur à la radio une lecture. Pour quelqu'un qui a inventé de l'écriture automatique et la parole sauvage, c'est un peu surprenant. Ce milieu que vous connaissez, vous avez travaillé sur la correspondance de Breton et de Pollan. Vous pourriez nous en parler un petit peu? Ce sont des révoltés, des gens qui ont un sens de la forme, en même temps ils se tiennent, ils ont un contrôle d'eux-mêmes, ou bien n'est-ce qu'une façade? Non, alors déjà sur sa façon de parler, effectivement, quand il est enregistré, je crois qu'il y a une grande part je pense qu'ils sont assez mal à l'aise avec cet exercice. C'est tout nouveau, cet exercice-là. Ne fait pas partie justement bien entendu, on peut pas. Qu'ils aiment faire. C'est déjà difficile pour beaucoup. C'est vrai que chez André Breton, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est celui de l'automatisme, de la révolte, de l'émancipation de la raison et en même temps un grand contrôle. Il est celui qui tient les objectifs du surréalisme, qui les formule, qui les verbalise, qui les ordonne. Avec tous les défauts qu'a le boss. Construit. Pour autant, ils sont extrêmement profonds, très beaux et toujours fidèles, je crois, à justement ce qu'il est et ce qu'il veut que le surréalisme soit. Donc, c'est pas tellement une contradiction en réalité, mais pour revenir à ce milieu, comme vous dites, ils avaient tous des personnalités assez différentes. Breton était attiré par les personnalités complètement libres, comme celle de Jacques Vacher, bien entendu, qui illustrait cette insubordination à l'égard de tout, jusqu'à se donner la mort. Enfin, ça, en tout cas, c'est la façon dont Breton a interprété la mort de Vacher. Mais dans la vie, Breton est quelqu'un qui a vécu très libre et qui a été toujours fidèle à ses idées et à ses engagements, en tout cas. C'est intéressant d'entendre ça, parce que on le voit souvent comme une sorte d'autoritaire. Bon, c'est vrai qu'il avait aussi ce côté-là où il a exclu, etc. Mais bon, ça fait partie presque du mécanisme. Celui qui a celui qui a les responsabilités absolues, ben, il doit agir en fonction comme ça. Maintenant, on a adouci tout ça, mais et puis il faut voir sans doute les pressions qu'avait un mouvement comme ça, un mouvement aussi révolté, aussi révolutionnaire. Il était, il devait être extrêmement attaqué de toutes parts. Il fallait vraiment de la couenne pour se défendre dans ces... En 1919-1920, on avait
pas beaucoup d'options quand on était un jeune homme qui avait la guerre dans la tête. On devenait ou surréaliste ou fasciste. Oui, c'est une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais ce que je veux dire, c'est que quand on sort des tranchées, vous savez, c'est la phrase de Jules Isaac, l'auteur du célèbre Manuel Mallet Isaac, qui disait, quand on venait de la, quelqu'un lui disait, on venait de la guerre, l'autre disait, mais non, on ne revient pas de la guerre, nous sommes restés du côté de la mort. Alors quand on est resté du côté de la mort et quand on a compris ce qui s'est passé, qu'on a tiré des leçons de ce qu'on a vu, de ce qu'on a subi, on passe à une sorte d'activisme révolutionnaire. Et là, voilà, ça c'est clair pour tout ce qui était du mouvement artistique, créatif, etc. Mais ceux qui sont revenus de la guerre et qui sont repartis dans leur ferme, dans leur village, dans leur métier, qu'est-ce que la guerre a transformé dans leur vie? C'est là où c'est quand même vraiment une réflexion à porter. Et comment se fait-il que leurs enfants, parce que 20 ans en 18, en 20, admettons, eh bien, 10 ans après, c'est presque les mêmes en réalité, qui vont pouvoir partir encore une fois la fleur au fusil pour 39-40. Il y a quand même... Comment se fait-il que en 30... quand les gros mouvements de guerre à l'arrivée du nazisme et du fascisme, c'est-à-dire dans les années 25, 20 et quelques, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un mouvement anti-militariste, un mouvement pacifiste aussi plus intense que ce qu'il a été? Il existait ce mouvement-là, mais c'est étonnant parce que ils sont tous revenus terrorisés de ce qu'ils ont vécu, à mon sens, ceux qui étaient au front. Activistes révolutionnaires qui se proposeront, je dirais, à la jeunesse dans les années 20 et puis dans les années 30, c'est quoi effectivement? Il y a le marxisme, le fascisme, le surréalisme, il y a toute une sorte de... Bon, alors après, on verra les conséquences et la nature même de ces engagements et tout à fait n'a rien à voir, n'ont rien en commun, mais c'est vrai que le surréalisme est un choix. Ce sera le Drieux, par exemple. Oui. Drieux commencera par fréquenter et opérer avec les surréalistes pour ensuite passer au fascisme. Certains deviendront catholiques spiritualistes, d'autres marxistes, alors certains staliniens, d'autres trotskistes. Je veux dire, à partir du moment où on a décidé qu'après la guerre, on ne reprendrait pas sa place dans le puzzle, on ne serait pas la petite pièce bien découpée pour s'inscrire dans le puzzle social, idéologique et politique, et qu'on va faire libéral. Tout péter, alors on va vers les mouvements qui sont les mouvements, je dirais, revendicatifs. Et donc, voilà. Oui, il y a eu des artistes, tout un mouvement en Italie, par exemple, qui a suivi le fascisme, les futuristes, etc. Et donc, il y avait une vision différente aussi. C'était avant la catastrophe que le fascisme et le nazisme ont pratiqué. Donc, avant, il n'y avait pas de comparaison pour savoir. Donc, on peut comprendre qu'il y en ait qui est glissé dans cette direction. Maintenant, aujourd'hui, on comprend où mène le fascisme, où mène le nazisme. Et donc, normalement, on devrait avoir la conscience pour dire, attention, c'est quoi qu'il arrive, la finalité, elle est belliqueuse, elle est ségrégationniste, elle est... voilà, donc... mais à l'époque, c'était pas le cas. Staline... Alors, pour ce qui est de la rencontre du surréalisme avec le Parti communiste, à partir de 27, André Breton va s'y engager. Ça va occasionner beaucoup de querelles et de ruptures. Nous en parlerons dans le deuxième épisode, donc demain, à partir de cette phrase d'André Breton, 1925, la révolution d'abord et toujours. Laurence Campa, les surréalistes considéraient que l'art... Alors c'est là où, voilà, la révolution, d'abord et toujours.
aujourd'hui, on reparle un petit peu de l'idée de révolution, parce qu'on est devant une surdité, etc. C'est à chaque fois qu'on rencontre quelque chose qui est sclérosé, qui est bloqué, et aujourd'hui, on est devant un problème comme ça. On voit bien les vieux mécanismes. C'est des vieux esprits qui sont au pouvoir actuellement, en Occident, dans leurs adversaires. Mais ce sont des vieux esprits, même s'ils sont jeunes, même si c'est les plus jeunes chefs d'État qu'on rencontre, ce sont des vieux en réalité dans leur esprit, parce qu'ils n'ont pas une vision prospective de l'évolution. C'est pour ça qu'ils peuvent remettre au goût du jour la guerre, l'idée de la guerre, l'idée des tranchées. D'ailleurs, c'est hallucinant quand on y réfléchit. Ils reproduisent quelque chose de 14, même en 39, c'était plus les tranchées, mais c'est dingue c'est hallucinant, quoi, vraiment, à ce niveau-là. Et donc, on a affaire à ça, et donc il y a l'idée de révolution qui ne peut pas passer parce que à l'époque des surréalistes, ça devait être pareil. Ils pouvaient pas pénétrer la cuirasse du libéralisme, du patronat, de tout ce qui bloquait un petit peu le système, qui avait le pouvoir, donc la politique, qui avait les forces de l'ordre, qui maîtrisait plus ou moins les syndicats ou les ouvriers. Et donc ce système pyramidal, il était tellement concentré qu'il n'y avait pas vraiment moyen de passer. Et donc, il cherchait à passer par des extrêmes, par la révolution permanente, la révolution tout le temps, ou le fascisme, partir dans des trucs comme ça pour renverser le système. Voilà pourquoi certains ont plongé dans cela, le marxisme, etc. C'était des moyens d'essayer de passer la cuirasse d'un système qui venait d'engendrer 2 guerres mondiales, en réalité, parce que c'était ça. C'était ce libéralisme, c'était le nationalisme, libéralisme qui étaient à l'origine de ces 2 guerres, à mon sens. Avait un pouvoir de changer vraiment la vie, comme disait Rimbaud. Je veux dire par là que, aussi bien dans la poésie que dans le cinéma, parce qu'il y a quand même quelqu'un dont on pourrait parler assez vite, c'est Buñuel, qui fait comme de l'écriture automatique. Il fait des collages dans Le Chien andalou, qu'il travaille avec Dali dans sa maison en Catalogne. Il met des images qui leur passent par la tête, c'est du cinéma muet, mais finalement c'est comme une poésie avec une violence terrible dans un couple. On ne comprend pas bien ce qui se passe, mais c'est une bourgeoisie qui a une violence rentrée. La révolte peut trouver un débouché par les formes artistiques. En fait, l'idée c'est de changer. C'est même... Oui. C'est de changer la vie. Toutes ses formes. Donc l'art, mais il n'y a pas que l'art, il y a la façon de vivre, il y a la façon de s'engager en politique, etc. Donc l'art n'est qu'un moyen, c'est pas forcément le moyen absolu, mais ce sont des artistes. Donc ils utilisent aussi les moyens qui sont à leur disposition. Alors bien sûr, et justement, c'est le plus intelligent, à mon sens, parce que la révolution violente, la révolution comme celle de 1789 ou la révolution russe, elles peuvent se pratiquer face à un système autocratique, face à une démocratie. À mon sens, il n'y a pas de victoire possible par la violence. C'est impossible parce que dans une démocratie, il y a le sentiment de liberté, le peuple a le sentiment d'être libre, et donc il ne supporte pas l'épreuve de force de ce côté-là. Même si c'est une démocratie absolument abusée comme actuellement, où le peuple il est complètement rusé, maltraité, enfin bref. Mais à partir du moment où c'est une démocratie, à mon sens, c'est impossible. La révolution par la violence, elle est impossible. Donc,
l'idée, c'est de trouver maintenant des révolutions, justement, comme elle a été faite à cette époque-là. Mais ben, le truc, c'est que c'est marginal. Les surréalistes, c'était un petit groupe. Même si, en gros, tout l'ensemble de l'avant-garde artistique était révolutionnaire, mais ça touchait pas suffisamment le public. Et c'est ce qui cherchait à toucher, d'ailleurs, en allant dans la rue, en réalité. C'était d'aller pouvoir toucher le peuple pour qu'il sorte des mécanismes qui vont le conduire à la guerre 39-40, hein, de toute manière, puisqu'ils n'ont pas réussi à les sortir. Cette idée qu'on peut utiliser toute forme d'art, qu'il n'y a pas d'un côté les poètes, de l'autre côté justement les peintres, et puis les cinéastes, etc., mais qu'il peut y avoir une circulation entre eux. Ils ont beaucoup collaboré ensemble, et surtout, puisqu'on parlait tout à l'heure de la question d'écrire sans sujet, c'est aussi l'écriture collective, c'est-à-dire justement se mettre en groupe et faire disparaître la notion d'auteur. Et si je puis me permettre, Géraldine, il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, qui pourrait être intéressant, c'est Marc. Alors, faire disparaître la notion d'auteur, c'est en somme faire disparaître l'ego. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Et ça, Duchamp il a fait sans doute inconsciemment, mais il a travaillé dans ce sens-là. Et c'est vraiment super intéressant, quoi. Parce que il y avait quelque chose. Voilà, c'est à creuser. Oui, puisque justement, la révolte, elle passe aussi, il y a l'Autréamont, il y a Rimbaud et il y a le Marquis de Sade. Elle passe aussi par la transgression, elle passe aussi par une interrogation et une façon tout à fait nouvelle de traiter de la sexualité et de l'amour. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit, et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les plages perdues et nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que les trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Tous nous rions, nous chantons, mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne. Alors, ça c'est vraiment intéressant et c'est marrant parce que j'étais en train de penser à quelque chose de radicalement différent, enfin lié à ça, mais j'écoutais et en fait j'ai pensé à autre chose et je me suis dit, ben en fait l'autre, on ne sait pas ce qu'il pense. C'est ce dont parle Sartre en réalité. Donc l'autre, c'est cet inconnu. Il peut représenter un danger. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête en réalité. Et là, j'ai pensé que je pensais à autre chose et ça peut pas se voir sur la caméra. Et quand on va atteindre la perfection, l'esprit il est vide. Il est en contemplation absolue. Donc, en fait, sur la mécanique universelle, je disais, un jour, on aura des appareils qui montreront l'aura de l'être humain. On saura s'il est rose, vert, bleu, rouge, etc. Donc, son état de pensée. On aura des lunettes pour découvrir l'état de pensée, l'état psychique d'autrui, pour savoir s'il est bienveillant, malveillant, etc., etc. Donc j'avais imaginé qu'un jour on créerait ce genre de choses. Mais en réalité, bon, peut-être qu'on le créera, ce genre de choses, évidemment. Mais en réalité, quand on atteindra l'extase, donc l'éveil, le nirvana, l'esprit est vide, et donc l'autre
est un boulevard, l'autre est de la limpidité, l'autre c'est de la clarté, l'autre c'est la lumière en réalité. Et donc on va vers cet état-là. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous souhaite une belle journée. Et si vous voulez soutenir cette théorie, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'écris cette théorie depuis 30 ans. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.